Bienvenue aux 10 ans d'Ethereum. 10 ans d'Ethereum, c'est quand même. En fait, le temps passe et on ne les voit pas grandir, ces blockchains. 10 ans d'Ethereum, c'est presque aussi l'anniversaire d'Ethereum France, puisqu'on était actif quasiment au lancement d'Ethereum. Les premiers articles datent de début 2016, mais l'équipe qui s'est occupée de créer Ethereum France était dans l'écosystème à l'époque déjà, pour une bonne partie d'entre eux. Petit rappel à propos de nous, on s'appelle Asset initialement, c'est pour ça qu'on a as.et. Un jour on fera un truc avec, peut-être quand ENS lancera leur L2, on va pouvoir vous distribuer as.et. Si vous me cherchez, je suis à jérôme.as.et. Voilà. On partage la connaissance, on a une ouverture d'esprit qui essaie de nous caractériser. On fait venir à nos meet-up des gens qui ne parlent pas que d'Ethereum d'ailleurs. Et on est une association en 1901, d'où le désintéressement de notre indépendance. Indépendance même de la fondation, puisque techniquement, en fait, on n'a pas de lien avec la fondation. Ça s'appelle Ethereum France, mais on n'a pas le lien avec eux. Et on est très ouvert à la coopération. Donc j'en profite pour les gens qui nous écoutent ou qui viennent pour la première fois à un de nos meet-up. Si vous voulez faire venir un meet-up Ethereum dans votre entreprise, ou si vous voulez nous contacter pour nous poser des questions, on est là. C'est les 10 ans d'Ethereum. Voilà, ça y est, c'est aujourd'hui. Rentrez, c'est par ici. Et en plus, le bar est ouvert si vous avez soif. Le micro plus près ? Ok. 10 ans d'Ethereum, c'est aussi 10 ans sans downtime. Voilà, le computer du monde, le world computer, ne se reboot jamais. C'est quelque chose dont on peut être particulièrement fier dans notre écosystème. On a une blockchain qui ne s'est jamais arrêtée. Et toutes les blockchains ne peuvent pas en dire autant. Mais elle ne s'est même pas arrêtée quand on a changé de mode de consensus. Elle ne s'est même pas arrêtée quand le réseau a été attaqué en 2016 à Shanghai. Mais c'est aussi une fête qu'on fait régulièrement dans notre association. Alors en général, ça tombe le 30 juillet, donc il n'y a pas grand monde qui est à Paris. Donc je vous remercie d'avoir bravé l'appel de la plage pour rester à Paris pour ce meet-up. Hop, bah alors. Ouais. Tu me dis quand je peux reprendre. Wow, en tout cas, merci d'être venu malgré le beau temps à l'extérieur. Ethereum a eu 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans et maintenant 10 ans. Vous pouvez retrouver des vieux articles sur ethereumfrance.com. Ça nous rappelle le chemin parcouru là-dessus. Quand j'ai préparé cette présentation, je me suis dit je vais finir en mode bienvenue dans ma projection de diapositive où je vous parlais de mes vacances. Voilà, regardez. Alors en fait là on était aux Açores, là, regardez on a monté le volcan. Donc en fait j'ai essayé de ne pas rester là-dedans mais je n'ai pas pu m'empêcher de montrer quelques images avec des gens qui sont présents encore aujourd'hui dans cette salle. Ça c'était la première assemblée générale constitutive de ce qui est devenu Ethereum France. Alors Ethereum a une tradition aussi d'être très humble, ce qui se traduit par être anticlimatique. C'est-à-dire que quand vous regardez des morceaux d'histoire d'Ethereum, vous dites « Ah, il y a certainement un message caché, genre… je sais pas, on va tous s'extraire des banques, on va créer un financial freedom, something like this. » En fait, pas du tout. Dans les premiers blocs d'Ethereum, il n'y a que des trucs où on se dit « Qu'est-ce que ça fait là ?» Est-ce que vous savez ce qu'il y a écrit dans le premier bloc d'Ethereum, dans l'extradata ? Ouais, alors je vous n'essayez pas de traduire l'hexadécimal comme ça, c'est une référence au bloc précédent du testnet. On s'est dit, à partir de ce bloc-là, en fait, on va commencer le bloc Genesis et on partira de là. Bon, ok, on a manqué une occasion de faire un truc qui resterait dans les annales, quoi. Donc le first block d'Ethereum, il n'y a pas Chancellor on the brink of something, non, c'est juste premier bloc. Et puis on a réussi à le faire aussi pour le premier bloc en proof of stake. Le mec qui a fait le premier bloc, le validateur en question était là genre « Ah bon, c'est moi qui fais le premier bloc, mais du coup, il faut que je mette mon nœud en place. Comment ça marche ? Faut que je me dépêche ?» Donc, il a été aidé par l'équipe de Headstaker en direct pour setup son nœud quand il a été tiré au sort pour être là le moment où le truc va se lancer, quoi. Et qu'est-ce qu'il a écrit dans le graffiti ? Mr. If was here. Trop bien, mec. Franchement, anyway. Voilà, on n'a pas été très, très bon pour marquer le coup et créer des trucs qui restent. Mais derrière ça, il y a ce focus sur… en fait, on fait une tech qui marche et on ne le met pas assez en avant. Donc le premier bloc d'Ethereum est apparu le 30 juillet 2015. Il y avait 4 bureaux de la fondation à l'époque. Et quand vous êtes à Londres, vous voyez près du bureau initial de la fondation cette petite plaque qui commémore le fait que la fondation avait ces bureaux-là, regardez, etc. C'est génial. En fait, cette photo, elle a été prise à Kreuzberg, à Berlin, pas à Londres. Mais n'empêche, sur 4 bureaux, avec plus que 4 nœuds quand même, ça s'est lancé et depuis, ça ne s'est jamais arrêté.
Ethereum en France, initialement, il y avait surtout de l'activité et de la demande pour des... Ouais, rentrez, le bar est ouvert. Et de la demande pour des tutoriels sur le mining. C'est ce qui m'intéressait initialement, parce que moi j'avais des cartes graphiques et je minais. Et je faisais beaucoup de soutien, de support, genre ah le truc marche pas, il faut régler comme ça, mais non en fait l'overclocking il est cassé à ce moment-là, il faut faire comme ça, relancer les nœuds, cette poule elle paye mieux, etc. Et c'était une des grosses activités d'Ethereum en France. C'est-à-dire qu'il y avait plein de tutoriels sur Ethereum France sur comment miner sur Ethereum qui ne servent plus à rien, si ce n'est à se souvenir qu'à l'époque, on faisait tourner des cartes graphiques. Remarquez que le boom de l'AI, c'est le moment où Ethereum est passé en proof of stake, parce qu'on a eu plein de cartes graphiques disponibles pour faire tourner n'importe quoi. Donc là où Ethereum peut remercier Bitcoin de l'avoir financé, l'AI peut remercier Ethereum de l'avoir lancé. Rentrez, le bar est ouvert, servez-vous. On est tous contents que vous soyez là, nombreux pour fêter l'anniversaire. Mon aventure dans Ethereum, elle a commencé vraiment, je me suis vraiment lancé à plein temps à Shanghai DevCon 2, où j'étais avec Thibaut Schaeffer, qui aujourd'hui bosse à la fondation, ou dans une équipe proche de la fondation, financée par la fondation, sur des SDK pour des Zero Knowledge Proof. Le jour, la veille de DevCon, j'étais dans un hôtel un peu miteux, et je suis allé à l'hôtel Hilton pour prendre un verre en me disant je vais peut-être rencontrer des gens d'Ethereum, quoi. Genre, je ne les avais jamais vus en vrai. Et c'est comme ça que je suis tombé sur Greg Colvin, qui s'assoit à côté de moi, qui me dit je peux me mettre avec toi, je veux boire un verre. Je dis bien sûr. Bon, salut, tu fais quoi, t'es où, t'es en vacances? Et non, je suis là pour la conférence Ethereum, c'est moi qui m'occupe de coder le VM. Ah, ok, c'est clair, tout de suite, ok, avec l'éclectisme, je ne m'attendais pas à rencontrer des gens aussi différents et aussi hétérogènes dans l'écosystème. Et ce qui a définitivement convaincu, moi, de mettre ma carrière et de me passionner pour tout ça, c'est que le jour des DevCon de Shanghai, il y a eu une énorme attaque sur le réseau. Un des subcodes de l'EVM était mal pricé et la moitié du réseau est tombé. En fait, tous les nuggets sont morts en quelques heures. Et donc, avant le début de la conférence, tout le monde était en train de coder, d'essayer de sauver le réseau, et ça s'est bien passé. Tout d'un coup, on était là, genre, en fait, le réseau s'est pas arrêté. Bon, ça a continué. On a eu 15 minutes de retard. Et c'est reparti. Et là, je me suis dit, en fait, les gens qui font ça sont passionnés. C'est pas que pour miner, c'est pas que pour s'amuser. J'ai envie de bosser là-dedans tout le temps. Évidemment, ça a donné des choses pour Ethereum France, parce qu'après notre passage, on a commencé à rencontrer des gens de la fondation qui nous ont dit c'est cool organiser des meet-ups, mais vous devriez voir plus gros, on aimerait bien qu'il y ait plus d'événements internationaux avec des trucs qui pop un peu partout dans le monde. On a Edcon qui est géré par une boîte chinoise qui voudrait bien faire un truc à Paris, est-ce que vous pouvez les aider? Et ça nous a amené, nous, à organiser des événements, ce qui aujourd'hui est un peu ce qui est la face la plus visible d'Ethereum France. On organise EthCC. Donc techniquement, on a commencé en 2017 avec Edcon, qui s'est plutôt bien passé, et l'année d'après, on s'est dit, on va essayer d'organiser EthCC. Alors on a d'abord été à Cancun, à DevCon 3, où vous voyez ici Simon et moi avec le chapeau rouge, et on a parlé à tous les speakers de DevCon en disant, vous venez à Paris en mars, s'il vous plaît, venez à Paris en mars, et ils ont dit oui, c'est comme ça qu'EthCC est né, quoi. Donc EthCC, gros souvenir, peut-être première fois. Moi qui professionnellement je fais des trucs avec Safe, de me dire que il y a presque 10 ans, il y avait Safe qui était introduit à EthCC. Je me dis ah waouh, ça nous remet en arrière, quoi. Même Vitalik était venu au premier EthCC, donc on était trop contents de pouvoir dire on a même eu Vitalik, regardez, il était là, quoi. Et la conférence a commencé comme ça, avec Rick Dudley qui travaillait sur des problématiques de consensus et de preuve du consensus. Débarque en me disant ouais c'est bon, je vais faire mon premier talk, mais tu n'as toujours pas envoyé tes slides et des trucs. Non mais j'ai envoyé mes slides là, ok. Et c'est quoi le titre de ton talk? What I don't like about Ethereum. Ok, je charge ces slides. This space is totally left blank. Ok, ça commence bien. Et pourtant, il est revenu l'année suivante, pas l'année d'après, mais l'année d'après, etc., etc. Donc ça, on a eu plein de petites anecdotes comme ça qui ont défini l'étau sur lequel on développait tout ça et on avançait là-dessus. Et on voyait le long des sponsors qui sponsorisaient EthCC que l'événement se développait. Ethereum France, on est aussi fiers d'avoir accueilli les Ethereum Magicians. C'est né à EthCC. C'est comme ça qu'on a eu ce forum qui sert de débat. Rentrez, faites de la place pour ceux qui attendent dehors. Oui. Allez, rentrez. N'ayez pas peur, allez-y. Sinon, si on est en live sur Discord en même temps, et passez au bar si vous avez soif. Donc pour la petite histoire, les Ethereum Magicians sont nés à Paris, ici, au moment d'EthCC. Et Greg est venu. Greg fait de la guitare, donc on lui avait offert une guitare. Bon souvenir aussi.
Et pourquoi on est venu dans ce bar? Déjà parce qu'ils sont hyper sympas et la bière est bonne. Merci de nous accueillir pour le Truskel. Mais aussi parce qu'on a fait des soirées et des side events ici, ici en 2018. J'arrête les photos après, juste je finis sur 2018. Directement après, je suis parti en Ukraine pour une conférence, on a rencontré des gens super chouettes et on a eu une balade en voiture où on a failli laisser notre peau avec Martin Koppelman et Gonzalo de Consensus. Horrible. Et surtout, on avait visité ETH, parce qu'en France, il y a ETH, ETH. Rentrez et prenez des bières au bar, c'est ouvert, faufilez-vous. Donc on a débarqué à ETH et ça marque un peu la place un peu spéciale qu'a la France dans Ethereum. Même Vitalik parle un peu français, on a des francophones dans les fondateurs d'Ethereum et il y a une place un peu particulière des Français dans l'écosystème Ethereum et dans la fondation en particulier. Petit souvenir, en fait, Asset est devenu Ethereum France parce qu'en 2020, après une soirée très arrosée, Simon a accepté de nous donner la marque. Donc voilà, maintenant on s'appelle Ethereum France grâce à cette donation de Simon. Je vous ai déjà montré ça la dernière fois à HTC. On a fait un sacré chemin entre les 300 personnes, 400 personnes du premier HTC à presque la dizaine de milliers qu'on a eu au dernier HTC 8. Quoi. Et tout ça en presque 10 ans, puisqu'on était arrivé là-bas. Ce qui fait que maintenant, le monde, l'écosystème de la blockchain vient en France pour HTC. Et la France vient dans les institutions internationales qui promeuvent Ethereum et qui construisent sur Ethereum. Alors on a des gens qui seront parmi les intervenants sur Discord, de gauche à droite. Vous avez Nathan qui était l'ancien vice-président d'Ethereum France qui maintenant s'occupe notamment d'organiser DevConnect. On a Barnabé qui s'occupe de la partie incitative protocolaire. Non, je crois qu'il a changé de titre récemment. Nicolas Consigny qui a changé de titre récemment aussi. Rentrez, prenez des bières au bar, c'est ouvert. Et Guillaume Ballet qui est là aussi. Quoi. Et bien d'autres encore dans l'organigramme de la fondation. Et puis surtout, la France est connue pour la qualité de ses ingénieurs, et ses ingénieurs financiers notamment. Donc la DeFi n'existerait pas sans la France, au point que la blague, c'est de dire c'est pas le future of finance, c'est le future of France. C'est ici que ça se passe. Quoi. Et quand quelqu'un me disait tu devrais être fier pour être ici et Cannes et tout, c'est gros et tout. Genre, non, il y a une équipe géniale qui s'occupe d'être ici, mais ce dont je suis le plus fier, c'est de voir à quel point la France pèse dans Ethereum parce que peut-être qu'ils ont été à un meet-up, peut-être qu'ils ont entendu parler, peut-être qu'ils ont trouvé ça cool et en fait maintenant ils construisent ce qui est Ethereum aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un talk sur ce que j'aime pas sur Ethereum. Ça, voilà, j'ai pris mon fouet, je me suis flagellé en me disant voilà, dans le lag, pas d'Ethereum. Déjà, c'est devenu putain de dur. Voilà, excuse my French. Quand vous regardez la roadmap, il y a une époque où tout ce qu'on devait savoir sur Ethereum, c'était comment fonctionnait Get, vaguement comment fonctionnait un nœud Ethereum, et puis le Proof of Work, c'est quand même très simple, 51%, et puis c'est bon. Aujourd'hui, même le consensus en Proof of Stake est compliqué à comprendre. Il y a plusieurs chaînes qui se parlent, il y a des layers au-dessus, il y a des layers en dessous, il y a des trucs un peu de restaking et compagnie, et il y a tout un plan sur comment on va prouver Ethereum pour encore plus scaler. C'est devenu très difficile d'être un expert et c'est une des missions d'Ethereum France que de continuer à passer la connaissance, d'organiser HTC at cost, d'essayer de pousser du contenu de qualité pour que vous puissiez vous mettre à niveau si un sujet vous intéresse en particulier. Et bien sûr, c'est hyper dur d'avoir des Ethers sur le testnet. Il fut un temps, il suffisait de miner et de casser les testnets en minant pour récupérer des Ethers de testnet. Maintenant, c'est devenu compliqué de récupérer des testnets. Enfin, le plus simple, si vous voulez, c'est quand même d'aller sur la faucette de Google. Elle sert des testnets. Cette année a été marquée aussi par l'année 2024 assez difficile pour Ethereum. Il y avait un moment où on se regardait un peu le nombril, on essayait de comprendre une année comme ça. Il y avait pas mal de dissensions dans l'écosystème. Et je trouve qu'on n'a pas donné une bonne image de nous pendant cette année-là. Et à un moment de notre maturité, où on commence à onboarder des institutionnels, on commence à être plus gros. Rentrez, il y a des bières, il y a à boire, venez commander au bar. Au moment où on ouvre Ethereum aux institutionnels, il faut qu'on ait conscience aussi de l'image qu'on donne. Parce qu'on avait quand même eu l'habitude dans notre passé de laver notre linge sale sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est encore le moment de faire ce genre de petites crises d'adolescence ? Donc il y a quelque chose qui me réjouit à travers le fait de fêter ces 10 ans d'Ethereum, c'est que je me plains beaucoup, moi, auprès des gens qui font Ethereum ou qui sont proches de la fondation, qu'on ne célèbre pas assez notre culture et on ne célèbre pas assez ce qu'on fait dans cet écosystème. On n'est pas assez fiers de tous les achievements qu'on a eus sur ces 10 ans.
Donc notamment les stickers. Si vous avez travaillé dans une entreprise qui a un logo, faites des stickers. C'est très sympa de regarder son ordinateur et de se dire j'ai plein de stickers, celui-là c'est celui de Betamax de cette époque-là et celui-là c'est le vieux Consensus, regarde le logo était comme ça. Ça c'est le vieux Ethereum qu'on a récupéré en Colombie. Enfin, c'est important de garder cette culture et de garder ces souvenirs. Petit rapport sur Eth. Quand on a visité Eth, on n'a pas vu qu'un château, on a vu une très vieille église du 15e siècle. Qui a une superbe dalle funéraire sur laquelle il y a plein de losanges. Alors quand j'ai vu cette dalle, je me suis dit c'est un signe que nous envoie le Seigneur, Ethereum était déjà là, regardez, c'est pas possible, l'église Saint-Denis à Eth, elle est là, le saint protecteur de la France et Eth, c'était obligé. Et après j'ai fait mes recherches et j'ai découvert que non, c'est juste Marguerite Van Does qui... bon, voilà. Mais c'était quand même sympa de voir ces jolis petits losanges. Donc c'est pas un morceau d'histoire qu'on va pouvoir réutiliser dans Ethereum, même si, sachez qu'il y a une vieille représentation d'Eth avec un petit losange ici, qui date de 1530. Donc comme quoi on avait déjà le losange en tête, même Eth là-dessus. Peut-être qu'il y a eu une certaine sérendipité là-dessus, on s'est dit on va faire Ethereum, on va faire un diamant parce que c'était là. Il y a quelque chose qui faut qu'on ait conscience maintenant, c'est qu'on ne fait plus le premier contact avec Ethereum avec de la proof of work. C'était comme ça qu'on onboardait les gens avec Ethereum France. Les gens venaient à notre meetup et nous disaient « Moi, je veux miner des Ethers, j'ai des cartes graphiques. » On les onboardait dessus, on les faisait miner, et puis ils étaient là « Ouais, j'ai 0 en Ether, c'est trop bien, qu'est-ce que je peux faire avec ?» Rien, il faut que tu apprennes à faire des smart contracts. Ah, ok. Et puis après, il y a CryptoKitties, gros succès, ils ont tous pu dépenser leur argent en CryptoKitties. Maintenant, quand on veut avoir des Ethers, il faut les avoir sur un centralized exchange. Rentrez et venez au bar, le bar est ouvert. Donc ça veut dire que la première chose que les gens voient d'Ethereum, c'est un centralized exchange avec une courbe, avec un truc pour acheter et tout ça. Et c'est important qu'on ait ça en tête quand on parle d'Ethereum et quand on pousse Ethereum. En fait, les gens qui vont s'intéresser, ils vont quand même commencer par là, à moins qu'on puisse complètement funder leurs transactions et qu'ils viennent pour une application d'abord. Mais aujourd'hui, Ethereum est devant. On est de loin le leader de toutes les blockchains avec une grosse longueur d'avance. C'est important qu'on le réalise et c'est important qu'on l'affirme. À HTC, on a eu l'occasion de se le rappeler. Ethereum, c'est une évidence pour les applications institutionnelles. Et ça va changer un peu peut-être la façon dont on est perçu, la façon dont on interagit avec des entreprises. C'est plus genre juste on leur dit faisons un puck. Non, essayer de leur vendre quelque chose de plus gros, essayer de les intéresser plus à l'écosystème. Et ça ne va pas non plus complètement changer la façon dont Ethereum France onboard et continue de promouvoir Ethereum en général. On va garder notre esprit initial évidemment, mais je m'attends à ce qu'il y ait de plus en plus de gens en costume qui viennent à nos meet-up et qui nous disent « Moi j'ai envie de faire des trucs sur Ethereum, comment ça se passe? Qui sont les boîtes de l'écosystème ?» C'est une évidence et ça va continuer à pousser fort puisque comme vous l'avez pu le constater, on a plein d'Ethereum Treasury Companies, on a plein de boîtes qui annoncent des choses grosses sur Ethereum. L'évidence, elle est là, c'est-à-dire que si vous avez des stablecoins, vous avez une EVM, à 92%, vous êtes sur une EVM sur un stablecoin. À 90%, vous êtes sur un real world asset sur Ethereum. C'est pas forcément Ethereum Mainnet, c'est très certainement Ethereum Mainnet ou un L2, mais c'est quasiment certain que c'est Ethereum Mainnet, un L2 ou peut-être un Net Layer 1 qui fait tourner l'Ethereum Virtual Machine. Donc ayez-en conscience, en fait Ethereum c'est l'évidence pour tout le monde. Et ça aussi, ça marque, c'est un gros achievement pour nos 10 ans. Donc je vous invite autour de vous à le dire plus fort, à le crier sur tous les toits. En fait, vous êtes sympa à faire autre chose qu'Ethereum. En fait, c'est la meilleure façon de revenir vers Ethereum. Et d'ailleurs, la porte est ouverte et il y a des bières au bar. Venez, on est là, on est sympa. Ça fait 10 ans qu'on rencontre des énormes problèmes et qu'on les a approchés de façon intéressante. Parmi ce qu'on pourrait célébrer d'autres, on pourrait faire un anniversaire pour le DAOhack. On pourrait faire un anniversaire pour toutes les fois où on a repoussé la difficulty bomb. Ça aussi, c'est des achievements. C'est des problèmes qu'on a rencontrés et que d'autres layers rencontreront, que l'alternative à Ethereum va rencontrer aussi. Et c'est parce qu'on a réussi à faire ça, nous, sans jamais s'arrêter, en continuant d'onboarder, en continuant de grossir, qu'on a une énorme longueur d'avance. Et on peut en être fier. Ethereum, what else? What else?
Donc on a fait Cannes, on va refaire Cannes l'année prochaine, ça on vous l'a déjà annoncé. Ça va certainement changer un peu le setup d'Ethereum. Maintenant on a des boîtes comme Robinhood qui viennent sponsoriser. Je ne sais pas si on aura Stripe, si Google prendra un plus gros sponsorship cette année ou quoi. On va voir Ethereum dans la culture. Alors il y a des centralized exchanges qui financent des super courts métrages. Il y a peut-être Ethereum qui va se retrouver dans des séries de sci-fi, je ne sais pas, mais c'est ça aussi d'atteindre ce niveau de maturité de nos 10 ans. Voilà, ne l'oubliez pas, HCC Ethereum France s'est fait grâce à vous et je suis content de voir des générations qui se renouvellent parmi nos membres. Donc continuez à être là, continuez à faire tourner des nœuds, continuez à parler d'Ethereum, continuez à dire ce que vous aimez, continuez à dire ce que vous aimez pas. Trouvez les gens à qui le dire, n'hésitez pas, n'allez pas le crier directement sous les toits et vous plaindre. Soyez responsables, maintenant on est devant et c'est nous la cible. Et surtout, souvenez-vous qu'on continue à pousser la blockchain. On continue à pousser la blockchain partout. Pas que pour se défendre, histoire de pouvoir avoir un compte bancaire, même si on est dans la crypto. Pas que pour mettre des wallets dans les applications bancaires. Pas que pour pouvoir continuer à faire de l'open source ou avoir le droit d'acheter des cryptos. On se défend aussi parce qu'on fait du code et on permet aux gens d'accéder à de la vie privée. Et on a des gens dans notre écosystème qui se défendent face à des tribunaux aujourd'hui. On espérait avoir une réponse pour Roman, mais c'est pas encore le cas. Et on leur souhaite de venir à LTC l'année prochaine et dans tous les cas de sortir de leur déboire judiciaire au plus vite. Et c'est tout ce que je voulais vous raconter. J'espère que vous allez profiter de cette soirée pour vous faire de nouveaux copains, rencontrer des gens avec qui vous allez bosser dans le futur et passer un bon moment pour fêter ces 10 ans. Et je laisse la parole aux explorateurs. Merci à tous. Trop bien. C'est un plaisir de voir cette salle remplie en cette date clé pour Ethereum. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu énormément d'événements aujourd'hui. Il y a eu des live streams partout dans le monde, il y a eu des meet-ups partout dans le monde. La fondation a fait un événement également. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le regarder, mais ça avait l'air sympa avec Vitalik, le management de la fondation. Il y avait quelques invités, donc ça avait l'air d'être assez chouette. Mais donc voilà, nous on a ici les explorateurs que certains d'entre vous doivent connaître. Moi, j'ai passé également 7 ans à Ethereum France. Certains d'entre vous doivent me connaître. Et maintenant, je suis à la direction de la DevConnect avec la fondation. Donc, cet événement qui se passe à Buenos Aires en novembre. Mais voilà, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. On va peut-être en parler rapidement, mais j'aimerais bien déjà présenter les explorateurs qui sont déjà venus plusieurs fois sur Ethereum France. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui avec eux à nouveau. Peut-être je peux commencer par vous laisser vous présenter, Guillaume Barnabé. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, Barnabé, il a dit 1 minute et je sais pas s'il est encore là. Donc, j'ai qu'à commencer, comme ça ce sera fait. Parce que là. Ah, d'accord. Jusqu'à ce que tu sois complètement là, je vais commencer. Donc, je m'appelle Guillaume. Oui, je fais plein de choses, mais initialement, je faisais partie de l'équipe Geth, Go Ethereum. Enfin, c'est toujours le cas d'ailleurs. Mais j'ai commencé à m'intéresser plus particulièrement au sujet de l'État, enfin de la taille de l'État et tout ce qu'on appelle stateless, donc faire tourner un nœud Ethereum sans avoir à stocker toutes les données, tous les comptes, toutes les choses comme ça sur Ethereum. Voilà, donc j'ai ma propre équipe aujourd'hui qui s'appelle Stateless Consensus. Et on essaye de simplement prévoir ce qui va se passer dans le futur, quelles sont les potentielles attaques pour qu'on n'ait pas une deuxième attaque type Shanghai. Voilà, et maintenant que Barnabé est arrivé, je lui passe le flambeau. Salut à tous. J'essaie de revenir rapidement au bureau parce qu'on a fait un petit dîner à l'occasion de l'anniversaire des 10 ans d'Ethereum. Je suis Barnabé, je suis co-directeur de Protocol, qui est un groupe d'équipe à la fondation qui fait de la recherche et du développement sur le protocole Ethereum. Et depuis peu, je m'intéresse de plus en plus à l'UX et l'interop entre les roll-up et le mainnet Ethereum. Trop bien. Et vous faites aussi ce podcast qui s'appelle Les Explorateurs. Alors, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais en tout cas, il y a eu quelques épisodes
sont sortis qui vous interrogez soit des corps dev, soit des personnalités de l'écosystème Ethereum que je trouve très intéressant. Je ne sais pas combien de temps on a, Diziac, combien de temps on est prévu, mais On avait prévu environ 20-25 minutes. Donc, donc vous pouvez y aller. Et voilà, s'il y a besoin aussi, on pourra parler peut-être à la fin un petit peu de DevConnect, parce que moi, je serais très très curieux d'avoir des nouvelles aussi à ce niveau-là. Donc, partons avec les explorateurs et on termine peut-être par DevConnect un petit peu. avec plaisir, carrément. Je me disais que... Alors déjà, ce serait sympa qu'il y ait des questions de l'audience. On a la chance d'avoir Guillaume et Barnabé ici qui sont maintenant des figures éminentes de la Fondation Ethereum. Donc si vous avez des questions plutôt orientées protocole, plutôt que changement de la Fondation, ça peut être super intéressant d'avoir vos questions. Je vois que dans la salle, il y a aussi quelques personnes de la Fondation. Salut Nico. Mais donc ça peut être intéressant au fur et à mesure qu'on discute qu'il y ait quelques questions de l'audience. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur, puisque c'est un anniversaire aujourd'hui, qu'on revienne un peu sur vos histoires personnelles, Guillaume et Barnabé, comment vous êtes personnellement entrés dans Ethereum et il y a combien de temps, un peu de contexte autour de ça. Je vais peut-être commencer comme je suis le plus vieux, age before beauty. J'ai commencé en fait, j'ai traîné, donc j'habite toujours d'ailleurs Berlin à l'époque, et j'étais dans des groupes de, comment on appelle ça, de crypto anarchistes. Et il y a quelqu'un qui travaillait, qui faisait partie, qui fait plus partie de la fondation maintenant, mais qui s'appelait Vlad Glukowski. Son frère, c'est celui qui a fondé ZK Things, par ailleurs. Qui m'a dit je travaille sur ce protocole, donc j'ai commencé à creuser un peu, à voir ce que c'était. J'ai acheté mes premiers ETH à 1 euro, j'ai tout vendu à 20 comme un gros débile. C'est comme ça qu'on apprend. Et puis voilà, donc j'ai commencé un peu à travailler sur Gas. Donc lui-même, Vlad, il avait commencé avec le client C++, puis il est passé sur le client Go. Donc j'avais commencé un peu à l'aider quand il avait fait la transition avec le Go. Et puis après, il m'a dit, il y a ce projet, essaye de faire des PR. Euh, puis voilà, donc j'ai fait des PR. Et puis un jour, Félix m'a contacté pour dire bah écoute, voilà, il y a une place pour toi. Donc au début, je travaillais sur un système qui était intégré à Guess qui s'appelait Whisper, un système de messaging. On s'est rendu compte que ça marcherait pas. Et donc je me suis retrouvé un peu, un peu sans savoir quoi trop faire. Donc j'ai commencé à regarder le protocole plus en détail. Et puis de fil en aiguille, pratiquement 7 ans se sont passés. C'était en 2017. Voilà, donc à la base, j'ai quelqu'un qui m'a fait connaître Ethereum et Guess, et puis après par les contributions, je me suis fait remarquer. Trop bien. Et Ouais, donc en gros, je te laisse te présenter, Barnabé, mais en gros, la petite leçon ici, c'est tape et des PR et vous irez loin, probablement. Ah Et oui, ça commence. Comment effectivement. Enfin, de tout cas, ça reste un projet open source. Je vais essayer de pas durer trop longtemps, mais pour faire de la pub. Mais ça reste un projet open source et c'est la façon, en tout cas, tout ce qui est core dev, on aime recruter les gens. Si on n'a pas assez de contributions, on passera par d'autres channels. Mais le principal, celui qui nous intéresse le plus, parce qu'on voit effectivement la qualité du code qui est écrit, c'est ça qui nous intéresse. Ouais. Trop bien. Je te laisse la parole, Barnabé, sur comment vous êtes dans Ethereum. Et puis après, si tu veux, dans un second temps, répondre à la question qui a été posée sur comment travaillent ensemble Protocol et Codev. On peut faire ça dans un second temps. Mais à toi, Barnabé. Ouais. Ouais, moi j'ai commencé à m'intéresser à Ethereum en 2018. Je faisais un doctorat à Singapour, donc j'étais vraiment pas du tout entouré de crypto-anarchistes. Mais à l'époque, il y avait Vitalik et quelques personnes de la fondation qui passaient pas mal de temps à Singapour et qui avaient un petit bureau dans un incubateur. Et mon directeur de thèse les a rencontrés, m'en a parlé, on a commencé à collaborer avec eux, un peu en mode open source, mais plutôt côté recherche, donc faire des blog posts, écrire des papiers, faire de la recherche sur les problèmes qu'Ethereum rencontrait à l'époque. Donc c'était le passage à Proof of Stake principalement. Et après mon doctorat, j'ai rejoint la fondation en 2020.
déménagé à Berlin en 2021 et depuis, voilà, mon parcours à Ethereum. Donc je faisais plutôt de la recherche en théorie des jeux, économie, mécanisme design. Euh, Quand on travaille sur Ethereum, on est amené en fait à travailler sur plein de sujets différents au cours de sa carrière. Donc, j'ai aussi travaillé sur les systèmes distribués, sur un peu la cryptographie, le design du protocole dans son ensemble, je dirais. Trop bien. Et maintenant, Ah, donc, il y avait une question. tu Hmm. co-diriges l'équipe protocole. Tu veux dire un ou deux mots sur protocole et puis après, peut-être on pourra répondre à la question posée par l'audience. Mhm. Ouais, récemment, on a eu en fait une sorte de restructure à l'intérieur de la fondation pour essayer d'intégrer un peu mieux les équipes entre elles. La fondation a toujours eu un côté assez anarchique, je dirais, où les équipes avaient des missions très spécifiques et communiquaient pas nécessairement entre elles, donc c'était très autonome et chacun avait son propre domaine. Euh, de plus en plus, on a, avec le merge, avec les mises à jour qui devenaient de plus en plus ambitieuses, on s'est aperçu on a vraiment besoin que ce soit un effort commun de s'aligner autour de certaines features déjà, mais aussi d'aligner notre travail entre nous. Donc, l'idée de cette restructure, c'était ouais, de se donner une sorte de buts communs et d'objectifs. Euh, on a aujourd'hui trois objectifs, c'est Scale L1, Scale the Blobs et Improve UX. Donc c'est un peu ça notre ligne directrice pour le court et le moyen terme. Ça remplace pas aussi le travail que la Fondation fait de manière plus générale sur la sécurité du réseau et la recherche plus fondamentale et plus long terme. Mais c'est un moyen pour nous déjà de communiquer à la communauté quelles sont nos priorités et là où on veut emmener le réseau et aussi de nous aider nous-mêmes à aligner notre travail. Donc, on a eu cette restructure début juin. Il y a eu une autre restructure à la fondation qui est celle du pôle Ecosystem Development. Ça, c'est beaucoup plus frais. Ça fait quelques semaines qu'ils ont démarré. Donc, on est encore en train de découvrir comment travailler ensemble. On a des équipes de notre côté qui sont très techniques, très euh, profondément ancrées dans le protocole et dans un savoir assez ouais, dans une expertise qui est assez unique. Écosystème développement a énormément de signaux qui viennent des institutionnels, de la communauté, des applications, des founders sur Ethereum. Donc c'est maintenant, je pense, leur travail de synthétiser tous ces signaux, de nous les apporter pour qu'on puisse aussi comprendre comment réfléchir à nos priorités techniques et la feuille de route d'Ethereum. Donc, ouais, je suis vraiment positif sur le travail qui a été fait par Ecosystem Development sur les dernières semaines. J'ai l'impression qu'ils se sont vraiment bien équipés pour la nouvelle phase, je dirais, de la fondation, mais aussi d'Ethereum, comme Jérôme le disait plus tôt. Cette phase qui a un peu plus de maturité, un peu plus de prendre de l'ampleur et vraiment de communiquer la proposition de valeur d'Ethereum le plus largement possible. Ouais, je confirme, il y a énormément de mouvements sur ces équipes-là. Il y a des équipes qui ont été créées, il y a beaucoup de restructuration. Et il y a énormément de choses qui se passent. Un gros focus sur la couche applicative, euh, sur laquelle d'ailleurs on va faire beaucoup de choses. On espère faire beaucoup de choses à DevConnect. Je pourrais en dire un peu plus tard, mais voilà. Sur la question comment travailler ensemble, protocole et codev, tu l'as mentionné brièvement, mais est-ce que tu as une réponse spécifique là-dessus ou c'est surtout sur l'alignement des priorités et le fait que les teams et codev vont tout faire pour répondre à ces trois gros challenges ou ces trois priorités qui sont de Scale Layer 1, Layer 2 et Improve UX? Ouais, c'est ça l'alignement, mais même bah, typiquement, ils ont eu beaucoup de contacts récemment avec des entreprises ou avec des applications qui ont des questions sur est-ce que Ethereum est prêt pour la révolution quantique? Est-ce que Ethereum fait suffisamment sur la vie privée et les primitives cryptographiques pour privacy sur le réseau? Donc, ils se posent des questions sur la direction d'Ethereum. C'est des questions qui peuvent nous poser directement quand on les rencontre, mais le pôle écosystème est vraiment dédié à ça et c'est des points de contact privilégiés. Donc, c'est vraiment eux qui vont recevoir ces signaux. Et la manière dont on travaille, on est maintenant sur un serveur commun, on a des chats, on est sur Signal, sur Telegram. C'est toujours un peu dispersé, ça c'est le côté crypto, mais ouais, au fur et à mesure, les liens se tissent, le réseau se densifie et je pense qu'on aura de plus en plus de contacts.
J'en profite aussi pour rappeler, il y a eu un gros changement aussi de manière générale, c'est que la fondation a été critiquée pour être dans sa tour d'ivoire, surtout la partie recherche. Aujourd'hui, la EcoDev se restructure d'une telle manière à ce que tout le monde soit beaucoup plus accessible au sein de la fondation. Et donc, si certains d'entre vous ont besoin de quelque chose, qui n'hésitent pas à contacter la fondation. On peut être des points de relais entre différents acteurs. Je pense notamment aux fondateurs de projets ou aux développeurs ou n'importe qui, que ce soit pour des questions de funding ou d'orientation technique, etc. On essaie d'apporter vachement plus de soutien. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Barnabé, Guillaume ou moi-même, parce qu'on peut vous rediriger vers les bonnes personnes en fonction de vos différents besoins. Je pense que c'est un gros changement à la fondation qui est en train de se passer, d'être plus accessible et de répondre un peu aux besoins d'actualité. Mais prenons peut-être un peu plus de recul. Je ne sais pas à part si vous avez quelque chose à ajouter, Barnabé, Guillaume. Puisque c'est encore une fois une date un peu critique, un peu majeure, j'aimerais revenir un peu sur alors quelque chose que tu as mentionné, mais un peu sur les grands événements de l'histoire d'Ethereum. Tu l'as évoqué, Guillaume, sur l'attaque Shanghai. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'était et peut-être même faire un lien avec ce que tu fais aujourd'hui, en quoi ou comment tu cherches à éviter ce qui s'est passé à l'époque? Ouais, alors c'était avant que j'arrive, donc je peux pas non plus le dire avec beaucoup de précision, mais effectivement, Jérôme l'avait déjà dit. Quelqu'un a identifié quelque part dans le protocole qu'il y avait moyen de faire euh, de faire des transactions qui étaient beaucoup moins chères que ce qu'elles coûtaient vraiment. Donc il a créé des centaines de transactions comme ça pour surcharger tous les nœuds du réseau. Et, euh, et ça a été un gros un moment de panique. Simplement parce qu'effectivement Guess est tombé. Encore une fois, j'ai pas tous les détails parce que j'y étais pas, mais Parity, qui à l'époque était l'autre client majeur à l'époque, a tenu le réseau. Euh, bon, c'est arrivé plusieurs fois dans un sens ou dans l'autre, hein. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on s'est aperçu d'une part que la diversité client était très importante. La deuxième, c'est que on a été capable de faire, enfin je dis on, encore une fois, c'était pas moi, je tire pas la couverture à moi. On a été capable de réagir assez vite pour produire une première solution, on va dire temporaire pour éviter ce problème, et puis une solution plus long terme qui jusqu'à présent a tenu. Donc voilà, l'idée ça a été important de plusieurs manières, mais je pense qu'à ce niveau-là, on a quand même bien affirmé la force des équipes de développement, de la réactivité, de la maturité du réseau déjà à l'époque, même si les charges qui existaient à l'époque ont rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Je pense qu'on n'aurait pas été aussi prêt à supporter les charges actuelles, voire futures, s'il n'y avait pas eu ce genre de problème. Ok, un mal pour un bien, en somme. Et ok, donc ça c'était un épisode, c'était quoi? C'était en 2015? 16. 16? 2016. 2016. Ouais. 2016. Est-ce Euh, qu'il y a un autre événement marquant? Ouais, tu voulais préciser? non, je sais pas, mon Discord est un peu lent. Ouais, c'était en 2016, donc c'était juste pendant le DEFCON Shanghai, c'est pour ça que ça s'appelle Shanghai Attack. Ce qu'il y a eu dans un autre événement, bah ouais, de cet acabit-là, il y a eu le hack comment dire, j'ai oublié le nom tout à coup, du Ethereum? DAO. Donc celui-là aussi, c'était avant c'était avant mon époque. Mais là, ça a été, on va dire, plus une recovery, ce qu'on appelle une récupération au niveau social. Ils ont fait hard fork, ça a été une grosse décision. La communauté s'est coupée en deux. Il y a eu Ethereum classique d'un côté, il y a eu Ethereum, on va dire j'ai du mal à dire le vrai parce que ce serait, ouais, Quelqu'un dans la salle vient de je sais hurler, pas c'est le comment vrai. dire. Mais... Ouais, ouais, ouais. Voilà, je Disons-le. veux pas être trop conflictuel non plus, mais voilà, on va dire le principal. Euh, et voilà, ça a été aussi une grosse,
un gros alignement des visions, donc ça a été plus un effort social. Celui-là, je pense qu'on le referait pas aujourd'hui. De toute façon, on serait pas capable de le faire. D'ailleurs, il y a eu un hack similaire en 2017 avec Parity, et tout le monde est tombé d'accord pour dire qu'on ferait rien. Je pense que c'est quelque chose qu'on pouvait se permettre de faire et qu'on même avait besoin de faire en 2000, je sais plus combien c'était, 2015, non, 2016, quelque chose comme ça. Voilà, La c'était, différence on va dire, avec Parity, c'était que c'était enfin, c'était genre accidentally, oops, I ouais, ouais. accidentally killed it. C'était quelqu'un qui a supprimé la fonction self-destruct ou quelque chose comme ça, et donc qui a bloqué. C'est quelqu'un Non, qui avait activé. Il exactement. y avait un self-destruct effectivement qui contenait tous les fonds, enfin pas tous d'ailleurs, heureusement pour eux, certains fonds que Parity avait récoltés pendant ce qu'on appelait à l'époque un ICO, Initial Coin Offering. Donc il y avait, je ne sais plus combien, mais à l'époque c'était déjà 45 millions. Aujourd'hui ça doit être un truc encore plus dingue. Je ne veux même pas calculer. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un a effectivement activé la fonction self-destruct de ce contrat-là par accident, en voulant tester un truc. Il s'est dit, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Et voilà, ça n'a pas été la seule fois que quelqu'un a tenté un truc en production pour voir ce qui se passait, mais c'est vrai que ça a été la plus douloureuse. Et bon, quand on y pense, au final, c'est encore une fois une externalité positive, puisque bah, ça fait plus d'Ethers retirés de la supply, et en plus de ça, bah, c'est des Ethers qui ne seront pas Voilà, ouais. vendus pour financer Polkadot. Passons sur des... On peut passer sur peut-être des meilleurs souvenirs. Je tiens pas trop le chrono, mais je sais pas, peut-être Barnabé ou Guillaume, si vous avez des beaux souvenirs, peut-être Bon, les plus évidents, c'est les belles updates qui se sont bien passées. Je me souviens de, bah, évidemment, le merge, donc le passage du Proof of Work au Proof of Stake. Est-ce qu'il y a d'autres updates moins évidentes ou même je sais pas, des grosses mises à jour qui sont moins connues, mais qui ont été, qui ont été un gros changement pour Ethereum et qui vous ont marqué? Je sais pas si t'en as une, Barnabé. Il y en a plusieurs, ouais, ouais. Je me demande si je devrais parler de mes souvenirs du passé ou de mes souvenirs du futur et de projeter un peu les prochaines upgrades Oui, pour lesquelles Les deux. j'ai beaucoup les deux, ok, ok. je pense qu'on est curieux Euh, aujourd'hui de connaître les 10 années à venir pour Ethereum, puisque c'est important de regarder le futur aussi maintenant, que 10 années sont écoulées. Quelles vont être pour vous les 10 prochaines années pour Ethereum? Vous avez quelques clés pour nous? ouais, ouais, faisons ça. Je pense qu'on est vraiment à un moment assez important pour le réseau. On a en particulier deux technologies qui vont, je dirais, révolutionner un peu la manière dont le réseau tourne et qui va permettre de l'amplifier 1000 fois ou 10 000 fois et vraiment soutenir l'économie mondiale, devenir on-chain sur Ethereum. Les deux technologies, c'est Data Availability Sampling. C'est la technologie qui soutient les roll-ups. On va vraiment bosser très très dur pour augmenter le nombre de blobs, ce qui est le matériau premier des roll-ups, qui leur permet de scaler, qui leur permet d'avoir plus d'utilisateurs, plus de transactions, etc. Et la deuxième technologie dont tout le monde entend parler, c'est ZK. Euh, on a vraiment, vraiment accéléré. Je pense que c'est difficile de le voir de l'extérieur, mais le mindset shift qu'il y a eu à la fondation je dirais même pas 6 mois. Je parle de mon expérience personnelle. En décembre, je pense que pour moi, ZK, c'était encore un truc un peu dans le futur. Je n'arrivais pas très bien à estimer quand est-ce que je devrais m'y pencher sérieusement ou me dire, OK, quelles sont les conséquences pour le protocole. Et en 3 mois, en fait, tout a changé. On s'est aperçu que c'est au pied de la porte. Il faut qu'on l'active, il faut qu'on comprenne cette technologie, qu'on l'intègre le plus rapidement possible au réseau. Et en fait, ce que ça permet, c'est de passer à l'échelle sans avoir à exploser la capacité des nœuds qui soutiennent Ethereum. Donc ça permet de rendre un réseau qui est beaucoup plus large, mais qui est en même temps beaucoup plus léger à faire tourner. Et ça permet vraiment de passer à l'échelle au niveau mondial. Et là, on est vraiment à quelques mois d'avoir une technologie qui est suffisamment puissante pour prouver tout le réseau suffisamment rapidement. Et ensuite, probablement 1 an ou 2 pour intégrer cette technologie au protocole lui-même et de permettre d'avoir, aujourd'hui, on a 45 millions de gas dans nos blocs et on voudrait passer à 1000 fois ce nombre sur le mainnet d'ici
3 à 4 ans et probablement encore plus d'ici 10 ans. Donc, future is bright. Il y a plein de belles choses qui vont se passer et Ethereum va continuer de grandir. Waouh, ça fait rêver quand tu le présentes de cette manière, Barnabé. Maintenant, il faut tenir les promesses, hein, parce que voilà, tout le monde, avec de telles promesses, tout le monde va attendre évidemment ça, Pinky Promise, comme on dit. Je vois que le temps tourne un petit peu. Du coup, ce que je vous propose, c'est peut-être, voilà, Nathan, une petite question rapide pour savoir du coup où est-ce que vous en êtes sur DevConnect, quels sont les next steps. Notamment, moi j'avais une question en particulier, c'était est-ce qu'il va y avoir une road to DevConnect comme on a vu une road pour la DevCon, et comment une association comme Ethereum France peut-être pourrait y participer. Et ensuite, je vous propose de passer le micro dans le public pour vous poser quelques questions du public. Plaisir. Donc DevConnect avance très bien. On est maintenant à moins de 4 mois de l'événement. Donc l'équipe est bien busy et super focus. DevConnect sera super différent de toutes les éditions précédentes, que ce soit DevCon et DevConnect. On peut dire que c'est une sorte d'événement hybride entre les deux. DevConnect, cette année, c'est 3 axes principaux. On a ce qu'on appelle... alors déjà, on a une énorme venue au centre de Buenos Aires, dans Palermo, qui est un quartier, on va dire, fancy ou plutôt populaire, enfin, on va dire busy de Buenos Aires. Donc très bien situé. Et donc dans cet endroit, c'est là où se passe en gros l'équivalent du salon de l'agriculture locale. Et donc c'est un lieu qui est très très populaire là-bas. Donc les Argentins sont très excités à l'idée de faire un événement là-bas. Et puis nous, dans ce lieu-là, on va faire 3 choses principalement. On va organiser des événements nous-mêmes, ce qu'on appelle les core events. Entre 20 et 30 événements toute la semaine vont se passer donc dans ce grand building, dont un kick-off day, pour le moment ça s'appelle le Ethereum Day, le 17 novembre, que la fondation organise. Ensuite, chaque jour, va y avoir plusieurs événements, que ce soit par des partenaires, par des équipes de la fondation ou par d'autres organismes. Donc ça, c'est le premier gros pan de ce qu'on fait avec DevConnect. C'est vraiment les événements qui vont se passer dans le bâtiment principal. Ensuite, on aura ce cowork, donc le principe du cowork que vous avez pu voir à Istanbul pour ceux qui étaient là. Donc un endroit où les participants peuvent venir travailler, avoir des salles de réunion, des discussion corners et donc des endroits où la communauté peut se rassembler. Donc il y aura aussi ce qu'on appelle les community hubs, donc ce que vous avez pu voir à la DevCon, avec des sortes de lieux gérés par la communauté. Et puis le troisième pan, qui n'existait pas vraiment avant et qui est un peu la grosse nouveauté de cet événement et sur lequel on met beaucoup d'attention, c'est ce qu'on appelle la Ethereum World Fair, où on va vouloir montrer plein d'applications d'Ethereum. Donc ça va être un test. C'est la première fois qu'on le fait. Et on va travailler avec une 50aine de gros projets pour qu'ils montrent les applications d'Ethereum sur le lieu. Donc le virage applicatif, quoi. Expérience utilisateur. Le virage applicatif pour la DevConnect. Écoute, moi c'est quelque chose qui m'enthousiasme beaucoup. Et en tout cas, tu le sais, et j'en ai souvent parlé au sein de l'association Ethereum France. Moi j'ai pris mes billets pour l'Argentine dès le premier jour. Et donc j'espère qu'on sera nombreux à venir et qu'on se retrouvera à DevConnect. Du coup, on va profiter de ce moment puisqu'on a les explorateurs qui sont avec nous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour qu'il y ait des petites réponses directes au niveau protocole, Ethereum ou même fondation au sens un peu plus large? Une question ici. Mais ouais, pour savoir un petit peu les prochains milestones sur la roadmap stateless, et pour savoir un petit peu quand est-ce que tu penses ou vous pensez que ce sera en prod? Les prochains milestones pour la stateless, je vais dire, il y a cette EIP qu'on prépare, on espère la placer dans Amsterdam, qui s'appelle 2926, où on va faire du code chunking. Alors c'est un truc extrêmement spécifique, mais ça permet éventuellement de faire de casser toutes les EKVM, tout simplement. Ça permet de faire des preuves un peu plus petites, sans faire de trop gros changements au protocole.
Donc ça, c'est le premier truc. Après, toujours en préparation des ZKVM, on voudrait changer le format de l'arbre. Donc on va dire que le Vercel n'a plus les faveurs de la communauté. Donc on est passé à un système de binary trees, enfin d'arbres binaires. Il y a encore des questions ouvertes là-dessus. Donc on va probablement se décider aux alentours de 2027. Voilà, puis après, il y a les ZK Stateless Client. Alors, je suis beaucoup plus pessimiste que Barnabé sur le sujet. Je pense qu'on n'aura pas ça vraiment avant 5 ans. Mais bon, on sait jamais. Voilà, c'est aussi mon rôle d'être je dirais le réaliste, d'autres diront pessimiste. Mais voilà, c'est effectivement une technologie qui est super intéressante. Je pense qu'elle n'est pas immédiatement portée. En tout cas, je parle seulement dans le contexte des clients stateless, hein. Il y a plein d'autres trucs dans lesquels elles peuvent être utilisées beaucoup plus rapidement. Donc je dirais voilà le court terme c'est le code chunking. Mon équipe a publié un tweet là-dessus hier, donc si vous voulez savoir ce que c'est et à quoi ça sert, vous pouvez aller voir ça. Moyen terme c'est le changement de format d'arbre, et long terme c'est les ZK stateless. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer le fonctionnement de Ethereum sous ZKVM et parce qu'on parlait de real-time proving, etc. Est-ce qu'on pourrait juste avoir une courte explication? Ouais, c'est ça. Qui peut... Je sais pas, c'est pour qui? C'est pour Barnabé ou... Non, il peut y avoir que des explications très longues. Mais je peux quand même essayer, sauf si tu veux le tenter, Barnabé, puisque je sais pas. Vas-y, Guillaume. Ok. L'idée en fait, c'est que les ZKVM permettent d'exécuter un programme. Enfin, c'est comme une machine virtuelle. Donc vous exécutez un programme, et sauf qu'elle est un peu elle est beaucoup plus lente qu'une VM normale comme la virtual machine Java ou même le VM. Mais elle a l'avantage qu'elle prend elle crée une preuve de l'exécution de ce programme. Ça veut dire qu'une fois qu'on a exécuté ce programme, on peut simplement envoyer une preuve très courte. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est intéressant, on dit ZK, mais c'est pas du tout l'aspect ZK qui est intéressant, c'est le reste. On parle de ZK Snark ou de ZK Stark, et le S dans Snark et Stark, c'est pour succinct. Et en fait, ça veut dire qu'on va faire des preuves très très brèves qui prouvent qu'un gros calcul qui a pris beaucoup de temps, comme une exécution d'un programme, est correct sans avoir à exécuter le programme. Donc ZK, c'est vraiment le mauvais mot pour ça. En fait, c'est l'aspect succinct qui nous intéresse. Et en fait, ce qui se passe, c'est que simplement, c'est un programme qui s'exécute dans une VM, et une fois qu'on a fait la preuve, on distribue la preuve au lieu de distribuer les informations pour réexécuter. Donc, au lieu que chaque machine sur le réseau réexécute tout, ils vérifient juste la preuve, c'est plus court, donc c'est plus rapide, et ils savent avec une certitude absolue, absolue en admettant que toute la crypto tienne bien sûr, que le programme s'est bien exécuté, donc ils n'ont pas à le refaire eux-mêmes, ils peuvent juste accepter le résultat sans avoir à le réexécuter pour le vérifier. Et ça va permettre on va dire, idéalement, quelqu'un va passer dépenser beaucoup d'énergie à produire un bloc avec plein de transactions qui fait vraiment plein de choses. Et une fois qu'il a fait ça, il passe juste la preuve que ce qu'il a fait était correct, et tout le monde l'accepte et n'a pas à réexécuter tout. Ça veut dire qu'on peut se retrouver avec plein de machines sur le réseau qui n'ont pas la puissance requise pour produire un bloc, mais qui peuvent quand même participer et faire de la vérification parce qu'ils vérifient la preuve. Voilà, j'espère que c'était assez court et que c'était assez clair. Oui, c'était bref et très clair, merci beaucoup. On a une dernière question de Vincent. Moi, j'étais en vacances en Bretagne, et j'étais chez mon oncle, et il m'a dit il faut que j'achète du Bitcoin ou de l'Ether. Et j'ai dit moi je suis conflicté parce que... Donc voilà, ma question c'est, il faut acheter du Bitcoin ou de l'Ether? Vous êtes obligé de répondre, messieurs, hein, et je pense que là, c'est une question pour le good cop Barnabé, du coup. Allez, Barnabé, elle est pour toi celle-là. Alors, Bitcoin ou Ether? Moi, je suis un très mauvais trader, donc je recommande toujours aux gens de ne pas faire ce que je fais, et j'achète pas d'Ether, donc c'est peut-être une recommandation pour en acheter.
Personnellement, on va peut-être pas rentrer là-dedans, mais j'ai un gros doute sur la pérennité de la sécurité du Bitcoin à long terme. Donc je dirais à moyen terme, Bitcoin c'est sûr, faut toujours se diversifier. À long terme, mettez pas toutes vos économies dedans. C'est ce que je dis à ma propre famille en tout cas. Voilà, donc je dirais acheter de l'Ether, c'est sûr, et aussi un peu de Bitcoin, mais construisez pas votre retraite là-dessus. Et ben voilà, vous avez comme ça les réponses du good et du bad cop de la Fondation Ethereum. Merci à tous. On peut faire un tonnerre d'applaudissements pour les explorateurs. Merci beaucoup d'être présents aussi loin. On se retrouve du coup très bientôt en France et à DevConnect. On vous remercie et nous on va passer du coup à la dernière partie très très rapide de la soirée. Merci tout le monde. C'est surtout pour rappeler l'importance de soutenir l'association Ethereum France qui organise, comme vous le savez, ETHCC et des événements comme ce soir. Nous sommes une association à but non lucratif et nous avons besoin tout le temps, partout en France, de bénévoles. Donc si vous souhaitez nous filer un coup de main de temps en temps, eh ben, l'association est ouverte à toutes et à tous. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Vitalik Buterin lui-même. Vous voyez, c'est écrit sur l'écran. Ethereum France ouverte à toutes et à tous. Rejoignez-les. C'est ultra important. On a besoin de bénévoles partout en France. Bon, je ne connais pas la source de cette citation, mais vous pouvez lui faire confiance sur parole. On a besoin de bénévoles. Et pour cela, c'est très simple. Il vous suffit d'adhérer à l'association. On ne le voit plus, mais derrière, il y a un petit stand juste là où je vais être tout à l'heure pour discuter de l'association. J'aurai des pins, j'aurai des t-shirts de l'association. Donc, on en discute là-bas. On a besoin de soutien pour organiser des meet-ups, pour aussi écrire des articles. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a plein de manières de contribuer. On en discutera sur le Discord. Et je sais que parmi vous, il y a déjà des gens qui nous soutiennent depuis fort longtemps. On va terminer du coup. Est-ce qu'on pourrait avoir le petit gâteau? Le gâteau. On a prévu un petit gâteau pour célébrer les 10 ans d'Ethereum. Et ce n'est pas n'importe quel gâteau. Et voilà. Et du coup, Jérôme, je te laisse commenter. Jérôme n'était pas au courant du gâteau. Voilà, on a pris un petit gâteau licorne pour fêter les 10 ans d'Ethereum. Et je vous propose que tous ensemble, on chante un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Jérôme, Ethereum.